Vous regardez Recto Verso, l'autre vision du conseil. Je suis Kazem Tabrizi, directeur général de Tenzing Conseil, un cabinet en stratégie opérationnelle d'un nouveau genre. Bonjour François-André. Bonjour Kazem. Bonjour Benjamin Pasquier. Bonjour Kazem. Alors vous êtes tous les deux directeurs chez Tenzing. Vous avez une expertise qui est connue, reconnue sur l'environnement, l'écologie et la CSRD. Ça tombe bien, on va parler de CSRD aujourd'hui. Alors on va éviter de rentrer dans la CSRD, le 101 ou la CSRD pour les nuls parce qu'on le voit en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux. Mais on va parler de tout ce qu'on a toujours voulu savoir sur la CSRD sans jamais oser le demander. Benjamin, première question. La CSRD, la matrice de double matérialité qui est pilier justement de sa CSRD, est-ce qu'elle est obligatoire ? Est-ce qu'on doit la faire tous les ans ? Alors la matrice de double matérialité, déjà qu'est-ce que c'est ? La matrice de double matérialité, c'est une matrice dans laquelle on va venir représenter sur deux axes les impacts financiers et les impacts matériels de différents risques qui ont été identifiés. La représentation graphique sous forme de matrice de double matérialité, elle n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est l'évaluation de ces risques. Savoir quel est l'impact de la société sur son écosystème et quel est l'impact de l'écosystème sur la société, sur différents thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc la matrice de double matérialité en tant que telle n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il faut faire l'évaluation tous les ans ? Ah, je sens hésitant là. On la fait tous les ans ou pas alors ? Alors, théoriquement, la CSRD doit être publiée tous les ans, donc tous les ans, on doit redonner cette évaluation. Pour autant, on a la possibilité de récupérer l'évaluation qui a été faite l'année précédente si on arrive à démontrer que rien n'a changé dans cette évaluation au cours des 12 derniers mois. Alors attends, du coup, 12 derniers mois, c'est-à-dire je fais une matrice de matérialité une première fois par exemple, l'année suivante, je regarde s'il y a des choses qui ont changé, je justifie qu'il n'y a rien n'a changé donc je peux la garder, mais il se passe quoi au bout de 24 mois ? Du coup, je suis obligé de la refaire. Et bien au bout de 24 mois, pareil, on regarde s'il y a des choses qui ont changé au cours des 12 derniers mois, et si absolument rien n'a changé, on peut la conserver. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'une modification d'un environnement qui nécessiterait de refaire cette évaluation ? Il peut y avoir le fait d'avoir un nouveau fournisseur, un nouveau client, d'avoir une nouvelle activité, d'avoir un changement dans l'environnement économique, d'avoir de nouvelles connaissances scientifiques sur les impacts environnementaux de biodiversité ou des nouvelles études sociologiques, voire de nouvelles attentes de nos clients et de nos parties prenantes. Alors, parce que aujourd'hui, avoir de nouveaux clients, j'espère pour toutes les entreprises qu'elles ont des nouveaux clients régulièrement. Donc en fait, par définition, ce qu'on entend dire, c'est qu'il faut, entre guillemets, de toute façon avoir un rythme régulier de mise à jour. François, du coup, par rapport à cette matrice de double matérialité, qui on interroge ? Alors on interroge ces parties prenantes. Parties prenantes, ça veut dire toutes les personnes finalement qui ont un lien avec l'activité de l'entreprise de près ou de loin. Pas forcément un lien commercial, mais un lien soit de fournisseurs, soit de clients, mais aussi de communautés affectées par l'activité elle-même. Alors, communauté affectée, juste pour que je comprenne. Communauté affectée, c'est vrai que c'est un terme assez technique de la CSRD, mais ça signifie toutes les personnes qui, de près ou de loin, sont impactées parce que riverains, par exemple, d'une usine ou d'un centre de distribution, riverains de l'activité que vous pouvez exercer. Est-ce qu'il faut les interroger ? Encore une fois, la réglementation, elle l'oblige pas à interroger ces parties prenantes. En revanche, il est très fortement recommandé de le faire, ne serait-ce que parce que les questions que pose la CSRD et l'impact sur ces parties prenantes, il est assez probable que dans chaque entreprise, on n'ait pas toutes les personnes capables de comprendre et d'analyser cet impact. Et donc l'idée, en interrogeant des parties prenantes, notamment externes, et par là on entend aussi des experts par exemple, sur des sujets d'environnement, sur des sujets sociaux, c'est de bien comprendre un impact qu'on pratique au quotidien mais dont on ne sait pas analyser finalement les conséquences. Et en interrogeant ces parties prenantes externes, ça permet de rendre l'analyse de matérialité la plus robuste possible. Et le bénéfice de ça, et pour revenir au début de l'échange, c'est que finalement, la CSRD, elle vous impose de vous connaître sur l'ensemble des sujets qui sont liés à la RSE. Ces sujets, ils sont extrêmement nombreux et la CSRD, c'est une sorte de socle commun à toutes les entreprises. Donc nécessairement, vu votre activité, vous n'allez vous être concerné que par une partie seulement de ces impacts. Et donc ce qu'il faut bien comprendre avec la double matérialité, c'est que c'est le moyen de filtrer parmi tous les impacts possibles ceux qui vous concernent plus particulièrement. Et donc le plus robuste sera votre analyse de double matérialité. Le plus simple, en fait, ce sera pour vous derrière de faire le reporting nécessaire. Conséquence de ça, pour avoir une double matérialité robuste, il est fortement conseillé d'aller interroger toutes vos parties prenantes. Il y a une question qui me taraude tout à l'heure. Benjamin, tu présentais
la matrice la matérialité financière, la matérialité d'impact. Avec la DPEF, on regardait la matérialité d'impact. Là, s'ajoute la matérialité financière. Du coup, pourquoi et quel lien on fait avec le rapport financier ? Alors la différence entre la CSRD et la DPEF, c'est que la DPEF s'intéressait uniquement aux impacts de la société sur son écosystème. Là, on va venir aussi regarder un autre aspect qui est l'impact du changement climatique, l'impact du changement de biodiversité, des crises sociales sur la société. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée qui est derrière, c'est que pour que les entreprises s'engagent, il faut qu'elles aient un intérêt financier pour changer leur comportement. Donc du coup, on va aussi s'intéresser à ce qui risque de leur faire perdre de l'argent ou au contraire, la manière dont elles peuvent gagner de l'argent dans cette crise et comment elles peuvent profiter de cette transition pour gagner de l'argent et donc pour financer cette transition. Donc voilà pourquoi on va s'intéresser à la matérialité financière. Le lien entre matérialité financière et état financier est un petit peu plus compliqué. Justement, tout ce que j'ai voulu savoir sur la CSRD sans jamais oser le demander, justement c'est l'occasion. Est-ce que tu peux rendre ça, entre guillemets, simple pour nos spectateurs ? Alors la matérialité financière va permettre d'identifier les impacts, risques et opportunités de l'entreprise d'un point de vue financier. Ces impacts, ces risques et ces opportunités doivent s'identifier à 3 niveaux. À court terme, à moyen terme et à long terme. Classique. Assez logique. Les risques et opportunités qu'on a à court terme sont ceux qui théoriquement sont repris dans les états financiers. Ce sont ceux qui vont être provisionnés par exemple, ou ceux qui sont déjà traduits par des opérations qui existent dans l'état financier. Des ventes qui ont pu être réalisées ou des ventes qui sont prévues à très très court terme. Sur le moyen terme... Tu as un exemple juste pour que je puisse matérialiser et voir en effet ce que ça peut dire, ce que ça peut vouloir dire justement ? Oui, tout à fait. Je suis un producteur d'éoliennes. J'ai une opportunité liée au changement climatique qui est que ma demande en éolienne va augmenter puisqu'on veut lutter contre le réchauffement climatique. Donc mes ventes à court terme d'éoliennes vont augmenter. Théoriquement, ces ventes à court terme doivent correspondre plus ou moins à celles qu'on a dans les états financiers, puisque cette estimation est faite à 12 mois. Par contre, la matérialité financière à moyen terme est celle qu'on projette à 10, 15, 20 ans. À long terme, on est plutôt à 50, 100 ans, et donc on n'a plus vraiment de lien direct avec ce qu'on peut avoir dans les états financiers. Ok, très clair. Et Kazem, pour compléter, on a travaillé récemment sur la conformité puis l'impact matériel d'un client distributeur qui distribue dans des points de vente en centre-ville. Et donc un exemple très concret de ce que voulait dire pour lui la matérialité financière, c'est-à-dire les risques et les opportunités auxquels il doit faire face. Qui dit parmi les ESRS, donc les thématiques de la CSRD pollution, dit solution pour s'adapter à la pollution. Et donc il y a des normes qui vont probablement interdire des circulations de certains types de véhicules en centre-ville pour éviter par exemple toutes les particules fines. Conséquence de ça crée un risque énorme sur la capacité de cette entreprise à livrer ses clients en centre-ville. Et donc, l'exercice qu'on a dû faire avec lui, c'est d'évaluer, en fonction de la possibilité ou non de la mise en place de cette réglementation, la part de business qu'il est susceptible de perdre ou ce qu'il va devoir engager comme coût pour maintenir ce business. Conséquence, on touchait en fait des choses qui étaient beaucoup plus concrètes. Et bizarrement, quand on a réfléchi à ce type de sujet avec notre client, on avait beaucoup plus de gens qui souhaitaient participer aux échanges que ce qu'on avait pu avoir quand on leur a expliqué la théorie de la CSRD. Donc ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que finalement la CSRD, c'est une nouvelle forme d'analyse de risque et que la volonté, c'est vraiment de le coller le plus possible au business pour qu'ensuite on puisse, des analyses qu'on tire de la CSRD, en tirer des vraies conséquences en termes de transformation. Là, en l'occurrence, quand on leur annonce qu'il y a un risque de perdre 20% de leur business, effectivement, ça mobilise un peu plus les gens. Ça fait réagir tout de suite. Exactement. Alors attendez, du coup, vous avez parlé de risques, d'opportunités, de matérialité financière, d'impact sur le business model des entreprises. Au final, la CSRD, bonne ou mauvaise nouvelle pour les entreprises ? Bonne nouvelle, hein. Bonne nouvelle ? Bonne nouvelle. Ça dépend lesquelles. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. En fait, les entreprises, c'est le moyen. C'est celles qui doivent appliquer la CSRD, mais la bonne nouvelle, elle sera non seulement pour elles, mais a priori pour nous tous. Et après, c'est, je pense, une bonne nouvelle à moyen ou long terme. C'est parfois une nouvelle un peu difficile à entendre à très court terme pour un certain nombre d'entreprises. Et donc, justement, nous, en tant que consultants, on est là pour faire passer la pilule le plus facilement possible. Parce qu'en réalité, c'est quand même encore perçu comme ça aujourd'hui par peut-être une moitié de nos clients, mais qui voient nécessairement plus la complexité aujourd'hui que l'opportunité. Alors, si je vois le verre à moitié plein,
La CSRD, c'est avant tout un outil. C'est un outil qui permet de redéfinir la stratégie, qui permet d'aller chercher des nouvelles opportunités et d'éviter des nouveaux risques. Donc du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un outil qui va obliger les entreprises à réfléchir à leur stratégie et à aller vers les marchés les plus rentables et de manière générale, gagner de la croissance sur le long terme. Dernière question et après je vous laisse tranquille, mais j'ai le sentiment que ça peut être vu aussi comme une simple réglementation avec finalement, tu parlais de SRS, de sujets de data point qui sont à cocher en disant oui j'ai bien fait mon travail et j'ai bien coché la case. J'ai essayé de pas donner trop d'acronymes. Non mais moi j'y vais, tu vois, à la rigueur, comme on part du principe que les gens savent déjà la CSRD et qu'on va aller dans le détail et creuser un peu, mais typiquement, cette approche de case à cocher, on peut aussi la prendre quelle telle, c'est-à-dire dire c'est une réglementation, on me dit de la faire, je coche les cases et je passe à autre chose. Vrai ou faux ? On peut. On peut ? On peut, mais je pense qu'on passe à côté de l'exercice intéressant qui est justement de réfléchir à la stratégie de l'entreprise et à projeter l'activité de l'entreprise dans les prochaines années. Et par rapport à ce que dit Benjamin, oui déjà, et en plus si on passe à côté d'exercice et que donc on pourrait se dire les entreprises vont le comprendre et volontairement elles vont faire l'exercice, si elles n'ont pas cette posture un peu volontariste, le marché à mon avis s'en chargera. Parce qu'en fait la CSRD ça reste un révélateur de votre performance. Et ceux qui ne joueront pas le jeu, je pense la première ou la deuxième année, ce sera assez transparent. Le sujet surtout, c'est de se dire à quoi ça sert au final. Au final, ça sert à publier des choses qui seront comparables d'une entreprise à l'autre. Et donc, à court terme, celles qui n'auront pas joué le jeu, finalement, elles vont faire quoi ? Elles vont afficher leur déficit de qualité de réponse ou d'explication de ce qu'elles font. Et a priori, soit par des clients, soit plus probablement par des investisseurs ou des banquiers à court terme, elles sont sans doute pénalisées. Donc le message à passer, c'est vraiment, vous, entreprise, soyez précise dans ce que vous allez commencer à adresser, parce que c'est tellement large que, encore une fois, une bonne matérialité sert à resserrer le champ, et sur ce champ, soyez suffisamment transparent, précis, pour que vous puissiez marquer des points auprès de vos parties prenantes, puisque ça revient toujours aux parties prenantes. Vos investisseurs, vos banquiers, vos clients, la société civile, les ONG, bref, tous ceux qui seront susceptibles de lire ce que vous faites et de communiquer derrière ou d'en tirer des conséquences. Merci. Vous venez de visionner Recto Verso, l'autre vision du conseil. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager ou à la liker sur les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.